Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sour, une émission qui est réservée ce soir à la fête, à la Journée internationale de la femme. C'est une manière pour nous également de la célébrer avec nos invités. Zoom Sour est réservé à cet événement et reçoit pour vous, Mesdames Aïcha Mintivoukou, qui est maire adjointe Oksar. Madame Aïcha, bienvenue. On reçoit également pour vous Madame Nbkouh Abdallahi, qui est présidente de la section des femmes de l'ITM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous recevons également Madame Sektou Mohamed Val, qui est membre du collectif des défenseurs des droits des femmes et du groupe GI3PF. J'espère que c'est bien ça. Ouais. Et également ma collègue femme de médias, qui est Eminem Abdelaziz, journaliste à la télévision de Mauritanie. Bonsoir et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission, qui est une émission, comme vous l'avez constaté et je l'ai dit, réservée spécialement à la Journée internationale de la femme. Pour commencer cette émission, nous allons d'abord voir ensemble et regarder un élément qui a été, un reportage qui a été fait par l'une de mes collègues qui s'appelle Melika Mtenakli. C'est sous le thème « L'espacement des naissances, gage du bien-être de la famille » qu'ont été lancées les manifestations de la célébration de la Journée internationale de la femme cette année. Une cérémonie qui a eu lieu dans la localité de Legat, relevant de la commune de Lexeba, dans la Muqata'a d'Orkiz, en présence de membres d'associations féminines de la wilaya du Trarza. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Maïmouna Mohamed El-Taqi, a souligné l'importance de ce nouveau programme de promotion du bien-être familial et de la santé de la reproduction qui a été officiellement lancé lors de la cérémonie. Ce programme, dit-elle, vise essentiellement la santé familiale et la lutte contre les pratiques néfastes et coutumes qui ont des conséquences négatives sur l'enfant, la santé de la mère et du nourrisson. Ce programme, souligne Madame la Ministre, a pour objectif la promotion du bien-être familial, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile et la participation des leaders religieux et d'opinion afin de garantir une portée plus efficace des programmes auprès des populations. De son côté, le maire de la commune de Lexeba, M. Yaqoub El-Mustafa Oulchir Sidia, a souligné sa satisfaction et celle des populations pour le choix porté sur sa commune Lexeba 2 pour abriter la cérémonie commémorative de la fête de la femme cette année. Il a mis en exergue les acquis importants engrangés par la femme dans notre pays. En marge de la cérémonie a été organisée une exposition de la production féminine, qu'il s'agisse de maraîchage ou de produits artisanaux, œuvre du génie créateur de la femme. Ceci a permis d'offrir aux visiteurs une illustration de la variété et de la richesse du travail des femmes du Trarza. Cela est également l'occasion de remettre une aide alimentaire à certains citoyens. Il a été également procédé à des visites médicales gratuites dans plusieurs spécialités en plus de la disponibilisation à titre gracieux de médicaments dans l'enceinte du poste de santé de la localité. Au cours de cette commémoration a été donné le coup d'envoi de caravanes sanitaires qui, pendant plusieurs jours, procéderont à des visites médicales et disponibiliseront des médicaments aux populations des environs. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Maïmouna Mohamed El-Taqi, a effectué une visite à l'école de Darak El-Watani afin de s'enquérir de visu de la situation des filles faisant partie de la deuxième promotion et qui suivent une formation. Madame la ministre, en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza, suivit un exposé sur l'historique de l'école et sa mission dans la formation militaire dispensée. La porte-parole des filles en formation a exprimé leur satisfaction quant à l'attention accordée aux femmes. Merci donc Melika pour ce reportage. Je m'adresse à vous maintenant, Madame Aïcha Mintivoukou, pour vous demander vos impressions sur la célébration de la Journée internationale de la femme en Mauritanie, qui a été l'occasion pour la ministre de se déplacer à l'intérieur du pays à partir de Ligat. Je remercie la télévision mauritanienne pour m'avoir invité. Et je félicite toutes mes sœurs à l'occasion de la fête du 8 mars. La célébration de la fête du 8 mars a été célébrée de Legat, au Trarza. Et le thème, c'était la santé de la femme. Ce qui est très important, un problème très important que les femmes ont, c'est le problème de santé et le problème d'éducation.
La femme, quand elle est malade, quand elle n'est pas bien portante, quand elle n'est pas éduquée, elle ne peut pas contribuer au développement de son pays. Donc, on doit axer sur sa santé, sur son éducation, pour qu'elle puisse apporter quelque chose à son pays et pour apporter quelque chose à elle-même. Parce que la société, la frange très fragile de la société, et elle a besoin d'elle-même. Elle est pauvre, elle est illettrée, elle est fragile. Elle a besoin d'être secondée pour qu'elle puisse contribuer dans le développement de son pays. C'est le point de vue de Mme Aïcha Metivukou, qui est, je le rappelle, maire adjoint au XAR, dans la Mouqata'a d'Iksar. La parole est donnée à notre poète Abdallahi, qui est syndicaliste à l'ITN, pour savoir ce qu'elle pense de la célébration de la journée internationale de la femme à partir de l'intérieur du pays, notamment à partir de l'IGAD. Moi encore, je remercie la TVM de m'avoir invité à cette émission. Je vois que la femme, vraiment la femme, surtout la femme mauritanienne, elle a besoin d'un grand soutien pour qu'elle puisse arriver ou bien rejoindre ses sœurs au niveau national, international, disons. Donc elle a vraiment besoin de toutes les façons de soutenir au niveau de santé, l'éducation rurale. Tous les nouveaux, elle a vraiment besoin de soutenir. Surtout, j'ai vu dans le reportage que j'ai vu, ils ont distribué des médicaments, des trucs comme ça. Et je vois que c'est bon, surtout au niveau de l'Eguet, c'est une zone rurale. Donc, ils ont besoin de ce soutien-là. Et ce que je vois, qu'elle doit vraiment avoir plus. C'est ça. Bien, Madame Sektou Mohamed Val, je rappelle que vous êtes membre du collectif des défenseurs des droits des femmes. C'est la première casquette. La deuxième aussi, que vous êtes groupe du GI3PF. Vous pouvez nous dire c'est quoi GI3PF d'abord? C'est le groupe des initiatives de plaidoyer pour la participation politique des femmes. Donc 3P. 3P, c'est participation politique. Plaidoyer. Voilà. Donc je vous remercie également pour nous avoir invités, nous donner l'occasion de nous exprimer. Alors, à cette occasion, personnellement, je souhaite une bonne fête pour toutes les femmes mauritaniennes. Et je pense que, en fait, ce n'est pas exactement une fête, c'est juste une occasion annuelle de mettre le point ou de diriger le débat sur les femmes, sur la situation des femmes à travers le monde et sur la situation de la femme mauritanienne particulièrement. Et je pense que le fait aussi de le célébrer dans une région à l'intérieur du pays, de décentraliser un peu le débat sur les femmes, c'est une très bonne idée. Mais que tout n'est pas fait, qu'il faut encore voir le côté aussi, les choses qui manquent, qui restent à faire, et les défis, et essayer d'aller de l'avant pour pouvoir vraiment faire de ce 8 mars une fête de la femme. Voilà. Donc c'était donc, je le rappelle, Mme Sektou Mohamed Val, qui est membre du collectif défenseur des droits des femmes et groupe GI3PF. Madame Abdelaziz, vous avez vu le reportage de votre concert tout de suite, Mélikam Tenakri. Vous avez un mot à dire? Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Vous êtes mon collègue d'ailleurs. Et je suis ravie et très contente d'être parmi vous, toutes ces femmes que je vois qui sont à la hauteur. Et c'était mon désir toujours que la femme avance, que la femme soit bien développée dans la société mauritanienne. Et surtout le démarrage de cette journée de l'Eguet, c'est une preuve pour moi que on a commencé par la santé surtout, et sans la santé, la femme ne peut rien. Il faut qu'elle soit bien encadrée, surtout sur le plan de la santé.
j'ai quelques chiffres ici qui ont attiré mon attention à propos de la mortalité maternelle et infantile. Le taux qui avoisine les 598 décès sur 100 000 naissances vivantes. En plus du pourcentage élevé d'alphabétisme chez les femmes. Voilà quelques-uns des problèmes qui ont été posés par la ministre lors de la célébration de la Journée internationale. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, nous tous ensemble, mais vous, les femmes qui militez dans ce domaine-là? Ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les femmes sur l'état de santé, sur leur grossesse, de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de leur grossesse. Nous, je fais partie du réseau des femmes élus locales de Mauritanie et on a sillonné presque toute la Mauritanie. On est parti dans les coins les plus arriérés de la Mauritanie pour sensibiliser les femmes sur leurs droits. Et vraiment, on a été surpris puisqu'on voit des femmes qui ne savent pas leurs droits, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'il est à eux. Sur le point de santé, ils ne savent même pas qu'ils doivent faire des consultations prénatales, que la femme doit cacher sa grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, ce qui est très important, c'est de sensibiliser les femmes, d'aller dans les centres de santé, des postes de santé, de se soigner, de suivre leur grossesse, de suivre les enfants et d'éduquer et donner tout ce qu'ils ont comme effort, comme moyen pour l'éducation de leurs enfants et pour prendre soin de leurs enfants et de leur santé eux-mêmes. Et que la grossesse n'est pas quelque chose de tabou, que c'est quelque chose de naturel et qu'ils ne doivent pas cacher ça et qu'ils doivent se rendre dans les postes de santé les plus proches ou quand la femme est en état de grossesse, s'approcher, même s'il faut se déplacer, s'approcher d'un point de santé. Et c'est très important de lancer la campagne de l'intérieur du pays, puisque les femmes rurales sont analphabètes et ils ont besoin de beaucoup de sensibilisation. Et aussi, les autorités doivent être proches de ces femmes-là. Elles ont besoin d'elles. Et nous tous, la société civile doit être proche de ces femmes-là. Ces femmes ont besoin de beaucoup de choses. On doit les soutenir, être très proche d'elles. Donc j'ai retenu le terme sensibilisation. Que peut faire alors les syndicalistes comme le PCOA? Pour nous les syndicalistes, on a déjà fait une grande sensibilisation, une campagne de sensibilisation au niveau rural, surtout pour la femme rurale. On a vu qu'elle travaille dans une situation vraiment risque, surtout qu'elle utilise les engrais là, comment on appelle les engrais, surtout dans le niveau rural. Elle utilise et ça la pousse à avorter surtout, parce que c'est un danger qu'elle utilise ce produit-là dans son domaine. Donc on a fait la sensibilisation, une campagne de sensibilisation. On a vu qu'elle est dans un grand risque. Elle a besoin d'une sensibilisation, une grande campagne de sensibilisation, un plaidoyer, surtout pour la femme, et la femme rurale, je parle. Et on doit toujours faire des ateliers ou bien des séminaires pour ces femmes-là. Il faut toujours faire des formations, surtout au niveau de santé. Donc ils ont besoin d'une formation au niveau de santé pour la femme rurale. On a fait ce qu'on peut faire, surtout nous les syndicalistes. On a fait de nos moyens une grande campagne de sensibilisation, mais on sait que la femme rurale, elle a besoin d'une formation très forte, une sensibilisation très proche d'elle. Ce n'est pas une sensibilisation une sensibilisation pour dire on veut une sensibilisation continue pour la femme rurale. On ne fait pas une sensibilisation aujourd'hui et demain on coupe, on l'oublie. Non, elle a besoin de soutenir et continuer avec une continuation avec elle surtout. Donc c'est ce que je demande de voir avec elle toujours, avec la femme rurale. La sensibilisation, le groupe GI3PF, est-ce que la sensibilisation rentre dans votre programme? Oui, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, la journée appartient à la journée d'aujourd'hui. Il s'agit de la femme rurale, comme elles ont toutes les deux parlé. Et je pense qu'il faut plutôt poser leurs problèmes. Ce qui a été fait n'est jamais suffisant. On n'a jamais fait assez pour faire participer ces femmes.
Ces femmes participent à la croissance économique du pays. Elles travaillent beaucoup et sans elles, les communautés rurales ne peuvent pas survivre. C'est elles qui font vivre les régions rurales. Elles travaillent du matin au soir, elles travaillent dans les champs, elles travaillent dans de petites entreprises, elles travaillent, font la cuisine à la maison, elles éduquent les enfants, elles se débrouillent toutes seules. Et en plus, avec ça, elles font face à beaucoup de difficultés. Donc d'abord la pauvreté, donc comme on dit, le cancer, le manque d'éducation, l'analphabétisme, le non-accès aux services sociaux de base. Parfois, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école. Et elles vivent très durement leur vie de tous les jours. Donc la santé de la reproduction aussi fait partie des droits auxquels elles n'ont pas accès. C'est pourquoi le taux de mortalité est de 600, comme vous avez dit. C'est 600. Hein? Le taux de mortalité maternelle est de 600 sur 600 morts sur 100 000 naissances. Donc, je pense que tout est question aussi de droit, de loi. C'est la loi sur les violences. Nous avons, nous, en tant que collectif des défenseurs des droits des femmes, avec nous, les femmes membres du groupe de plaidoyer du GI3PF, avec d'autres femmes journalistes, avec d'autres femmes juristes, avec toute la société civile, en tout cas engagée dans les droits des femmes. Nous avons fait, au mois de mars de l'année dernière, plusieurs débats sur la question de cette loi qui a été bloquée au Parlement, à l'Assemblée nationale, le 9 janvier 2017. Donc on a fait une révision, on a fait une relecture de cette loi. La loi en fait a été bloquée au Parlement pour des raisons qu'on ne comprend pas, parce que nous n'avons pas participé à l'élaboration de cette loi, et la loi a été bloquée au Parlement, soi-disant qu'elle contient des dispositions qui étaient anti-religieuses. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle loi relative aux droits des personnes, loi relative aux violences basées sur le genre. Et certains ont interprété cette violence basée sur le genre comme pouvant entraîner des droits pour les personnes LGBT, c'est-à-dire les personnes homosexuelles ou bisexuelles, etc. Donc, elle a été bloquée. Nous, on a saisi l'occasion pour faire une lecture de cette loi, et on a vu qu'en fait la loi, elle contenait des articles qui étaient très mauvais pour la femme, qui au lieu de protéger la femme, l'incriminent. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait un atelier, on a appelé l'avocate Maître Fatima Tambay, qui est en même temps défenseur des droits des femmes, des droits de l'homme, et qui est en même temps avocate. Et on ne lui a pas confié la loi, on a travaillé toutes sur les lois. Parce que les défenseurs des droits de l'homme connaissent les droits et connaissent les populations et les besoins des femmes mieux que des députés ou des juristes ou des magistrats. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de connaissances, mais nous, c'est notre travail quotidien. C'est votre domaine. C'est notre domaine. Notre domaine, c'est les nouveautés dans les droits de l'homme. Qu'on aura l'occasion de revenir sur les violences faites aux femmes dans un reportage qui sera... Non, je parle des violences parce que justement, on parle de l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc les violences, c'est tout ça. Les violences, ça couvre tout. L'aspect économique, la participation politique, la participation à la vie économique, la participation à tous les domaines de la vie. La femme, si elle est discriminée de ça, c'est de la violence contre la femme. Donc la violence, on ne peut pas s'en sortir jusqu'à la fin de l'émission. Soyez sûrs qu'on va en parler. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Ça fait partie des reportages qui seront diffusés tout de suite après. Emina, j'étais dans le cadre de la sensibilisation. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Les journalistes que vous êtes, les journalistes femmes de médias, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de la sensibilisation des femmes? Eh bien, justement, c'est le rôle de la femme de médias qui doit encadrer ces sensibilisations, surtout sur la santé, surtout sur
et les, comme vous avez parlé tout à l'heure, des insectes et les produits qui sont dangereux pour la femme, surtout la femme enceinte, surtout la femme qui a des bébés. La femme médiatique doit être là, doit être à ses côtés, à côté de ces femmes, encadrer et parler surtout, parce que la femme médiatique, c'est la voix c'est la voix de la société. Donc elle doit être là, elle doit être tout près de ces gens-là, doit encadrer, doit aussi passer des colloques, surtout être toujours accompagner ces femmes-là pour être à jour, pour que la femme médiatique soit à jour de ce que la femme, d'une façon générale, et surtout la femme mauritanienne, là où elle est, dans tous les secteurs, la femme médiatique doit être là. Le tour de table m'a permis de remarquer que mes invités ont évoqué la question économique. C'est l'occasion pour moi de demander à la régie de diffuser le second reportage qui porte sur l'aspect économique. En plus de l'économie et du social, c'est aussi par la politique que la femme mauritanienne améliore sa condition et gagne des batailles pour la reconnaissance et l'effectivité de ses droits. Des batailles qui se font désormais dans les centres de décision et jusque dans le Parlement où les femmes sont de plus en plus représentées. Ainsi, le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Yahya Al-Kharchi, a souligné le rôle de premier plan joué par les femmes mauritaniennes dans le développement de la nation. Il a également axé son intervention sur les réalisations faites au profit de la femme, inaugurant un tournant historique de l'autonomisation de la femme et du renforcement de sa participation active dans tous les domaines de la vie politique et socio-économique du pays. Ainsi, la représentativité de la femme mauritanienne en politique a été de longue haleine. Du souffle, il leur en faut pour mener celui de l'effectivité de la parité dans les instances législatives. Et c'est le sentiment de la présidente du réseau des femmes parlementaires, Mariam Babassi. Comme nous le savons, les femmes demeurent la cheville ouvrière de la production et de la reproduction sociale. Ainsi, les Mauritaniennes subissent au niveau des scènes politiques et souvent aussi elles sont écartées au niveau des prises de décision. Cependant, nous restons optimistes pour un futur plus brillant. Et l'un des symboles de cet espoir est constitué par les progrès déjà réalisés grâce à la mobilisation des différents acteurs concernés pour changer et booster les politiques sociales, économiques et culturelles en se basant sur les préceptes de l'islam. Des représentants de l'Oxfam Mauritanie et de l'Union européenne ont également souligné qu'au cours de ces dernières années, les acquis de la femme constituent un bond qualitatif et une prise de conscience de l'importance de leur participation dans le développement du pays. Merci Bokar Bayraba pour ce reportage sur le rôle de la femme dans la vie économique et politique du pays. Je reviens à mes invités. Madame Aïcha Metivikou, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez de plus. On voit qu'à travers le reportage que les femmes ont réussi, elles ont aujourd'hui, nous avons 10 femmes qui siègent dans le gouvernement, nous avons 6 femmes secrétaires générales, nous avons un quota de 21% dans le Parlement, 6 femmes maires, dont une présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Je trouve que c'est quand même important. 6 femmes mères parmi combien de mères? 218. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Qui vous empêche d'aller au-delà? Et qu'est-ce que vous dites de ça? Qui vous empêche d'aller au-delà? Ce ne sont pas les textes, c'est je peut-être la volonté? Moi, je vois que la femme est très appropriée à être mère. Parce qu'elle est sensible aux problèmes de la population. Elle a une capacité d'écoute aussi beaucoup plus grande que l'homme.
Donc, et que la gestion des mairies, c'est comme la gestion d'une grande maison, d'une famille. Donc, elles sont très appropriées. Ce qui nous empêche, moi, je pense que bon, on est beaucoup en retard par rapport aux hommes. On a appris, on est rentré à l'école après eux. On n'a pas de moyens pour faire nos campagnes. On est fort, on n'a pas de garanties, on n'a pas accès au financement. On a beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'on a besoin d'être secondé, une discrimination qu'on nous fait, le quota pour rehausser la femme. On est plus de 52% de la population. Parfois, on dit qu'on est 55, je sais pas. Un peu plus. Vous voyez. Donc, on doit contribuer dans le développement de notre pays. Et surtout qu'on a toujours contribué. Dans le temps, les femmes, c'est elles qui travaillaient avec les forgerons, qui forgeaient tout dans la famille. La tente est fabriquée par la femme. Tout ce qui est dans la tente, c'est la femme et le forgeron. Les hommes, non pas. Ils défendent, mais tout ce qui reste, c'est la femme qui force ça. Et maintenant, les femmes peuvent tout faire comme l'homme. Mais elles doivent être secondées un peu. Elles doivent avoir accès à des financements, elles doivent être acceptées par les hommes et acceptées par leurs sœurs aussi. Parce que beaucoup de choses, on pense que c'est l'apanage à l'homme seul. Comme je vous ai dit, j'ai été à l'intérieur, je ne pense pas qu'elles peuvent se présenter. Alors que les femmes qui sont là-bas, quand on demande où sont les mères, nous disent les mères travaillent à Nouakchott, c'est elles qui gèrent les mairies. Mais il y a un problème de tradition qui les handicape jusqu'à présent. Et on a besoin des femmes. Je lance un appel aux femmes de rentrer dans toutes les activités politiques, économiques, sociales et de gérer tout ce qui contribue à aider leur pays et de les aider. Parce qu'elles ont besoin d'elles-mêmes et le pays a besoin d'eux. Madame Pouam Tandalaï, je rappelle que vous êtes des femmes de l'Union pour les travailleurs de Mauritanie, l'ITM, n'est-ce pas? Et je voudrais savoir quelle est la part de représentativité des femmes au sein de cette structure. Pour moi, je vois que la femme mauritanienne, c'est une femme très forte. Elle peut rentrer dans tous les domaines, social, économique et politique. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que la femme mauritanienne, c'est une femme battante. Elle était rentrée dans le milieu, dans l'administratif depuis l'indépendance, juste après l'indépendance, depuis 1961. Elle est devenue ministre, elle est devenue députée, elle est devenue. Mais je vois qu'elle n'est pas encore arrivée à la même place qu'elle veut. Elle est toujours en retard, à côté de son frère l'homme. Mais je vois que la femme mauritanienne, c'est une femme, toute une femme mauritanienne, c'est une femme syndicaliste. Donc on a la femme qui travaille au niveau informel, secteur informel. On a les femmes qui travaillent au niveau formel. Mais est-ce que la femme, elle est toujours arrivée à sa place qu'elle cherche? On a fait beaucoup de réunions, on a fait beaucoup de débats, on a assisté à beaucoup de choses, mais on a créé des lois, des projets de loi. Mais chaque fois, on oublie, dans ces projets de loi, on oublie d'impliquer la femme travailleuse, la femme syndicaliste. Pourquoi? La société civile, bien sûr, elle a fait des séminaires, elle a fait des projets de loi, mais il n'y avait pas les femmes syndicalistes dedans. Donc, il y avait toujours, on a toujours besoin de voir nous-mêmes, entre nous-mêmes, quelle est la place de la femme en Mauritanie. Donc, si on trouve vraiment, on arrive à voir et savoir quelle est la place, vraiment la place de la femme mauritanienne, pour cela, on peut arriver. On peut arriver au quota ou bien n'importe quoi, on peut arriver. Mais il faut qu'on trouve vraiment la femme, elle se trouve elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce qu'elle veut vraiment de créer des projets de loi et les laisser, de le faire et les laisser comme ça? Ou bien elle veut vraiment créer des projets de loi et l'appliquer vraiment avec le gouvernement, bien sûr. Et je vois que c'est très nécessaire d'avoir impliqué toujours la femme travailleuse, surtout la femme syndicaliste. Merci. Surtout, vous avez entendu ce que vient de dire Oui. Noupoua. Je crois qu'elle parle elle pose une question, elle pose un vrai problème. Il faut se remettre en cause
qu'est-ce qu'on veut. Il y a des textes. Est-ce que les textes sont faits pour l'étendard du territoire? Est-ce qu'il faut les appliquer? Qu'est-ce qu'on veut juste? Qu'est-ce que vous voulez, vous, les femmes? En fait, c'est une bonne question, parce que la question, il faut la poser d'abord à la femme responsable, les femmes ministres, les femmes dans des postes de grande responsabilité. Et c'est la question qui se pose. Elles ne s'intéressent pas aux femmes. Elles sont rares celles qui s'intéressent à la question, aux problèmes des femmes. Donc, dès qu'une femme accède à un poste de responsabilité, elle se met à égalité elle-même avec les hommes et à traiter avec les hommes et oublie complètement qu'il y a des femmes et qu'elle doit les représenter. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus facile d'accéder au bureau d'un ministre homme que d'un ministre femme dans ce pays. Et quand vous entrez dans le bureau d'un ministre femme, vous êtes sûr que la porte est fermée. Même si la porte est ouverte et que vous arrivez, on va vous décourager avec des réponses négatives. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, on soulève la question de la solidarité des femmes et de la prise de conscience des femmes de leur existence en tant que femmes et qu'elles doivent s'entraider et être solidaires entre elles. Et c'est le cas dans les élections politiques, par exemple. Les femmes travaillent pour les hommes. Les partis politiques sont pleins de femmes. Mais les femmes qui sont là, elles sont là au service des hommes. Elles travaillent pour qu'un homme arrive. Et quand on vous dit aider la femme elle-même, elle est déjà très pas réceptive des autres femmes. C'est une culture, c'est notre culture. Notre culture, aslan ngoulou, je ne me rappelle plus, il y a des proverbes qui disent nous avons une éducation qui rejette la femme de toutes les façons. Non seulement on a une éducation et une civilisation qui est très patriarcale, mais en plus, elle rejette la femme, elle est contre la femme. Même les femmes sont contre les femmes. Donc nous, par exemple, notre projet de loi là, il a eu plus de difficultés avec les femmes qu'avec les hommes. Et ça, c'est vraiment dommage. Quant à dire que les femmes, les syndicalistes ne participent pas, si. Il y a toujours des syndicalistes. Par exemple, Moulkhairi, c'est Moukhelzoum Mohamed. C'est un syndicaliste qui est toujours avec nous quand on fait des ateliers. Et les autres syndicalistes aussi, on est ouvert parce que ces choses-là, ça concerne toutes les femmes. Mais je veux dire que quand vous dites qu'il y a des difficultés, des femmes à accéder à des postes, tout ce qu'elles ont dit est vrai, je partage. Le manque de moyens, le manque d'accès aux services financiers, le manque d'accès aux terres. Le manque de volonté. Hein? Le manque de volonté aussi. Manque de confiance en soi. De confiance en soi. Mais tout est construit, la base de tout, c'est la loi. Parce que si un gouvernement aujourd'hui vous fait un quota, ou vous fait des faveurs, ou vous fait une discrimination positive, et que demain il n'est plus là, il y a un autre gouvernement qui ferme tout, les lois sont là pour protéger les femmes. C'est ça l'intérêt des lois. Et puis nous, on n'a pas besoin qu'on nous donne toujours, qu'on nous fasse toujours des discriminations. On a l'habitude d'avoir ces discriminations à la maison, parfois, mais nous sommes des citoyennes. On n'a pas à demander des faveurs, c'est notre droit. Nous avons les pleins droits comme les hommes, nous avons les mêmes droits que les hommes. Et le gouvernement est là pour garantir, c'est le détenteur de nos droits et il doit protéger les droits des femmes, les droits à l'égalité des hommes et des femmes, donc devant la loi. La Constitution est la première des lois. Elle nous garantit dans son préambule l'égalité. Dans son article 1er, elle nous garantit l'égalité en droit. Dans son article 12, elle nous garantit l'égalité à l'accès à la fonction publique, à l'accès à l'emploi, à l'accès aux politiques, à l'accès à tout. Donc les femmes, ayez confiance en vous-mêmes et soyez. Pourquoi, par exemple, la loi relative aux conseils régionaux maintenant, elle dit, pour les élections régionales, elle dit que dans les conseils régionaux, de 11 membres, seulement 2 femmes vont être membres de ces conseils. Dans les conseils de 15 membres, seules 3 femmes peuvent être candidates. Dans les conseils de 25 membres, seules 4 femmes. Donc, c'est toujours moins de 20%. Alors que les régions, c'est l'intérieur. La Mauritanie est trop centrée à Nouakchott et à Nouadhibou. Alors, les régions, au moins, vous pouvez reconnaître qu'il n'y a que des femmes.
la majorité des personnes, c'est des femmes. La majorité, c'est des femmes. 50% des femmes chefs de ménage habitent là-bas pour faire vivre leurs enfants. Et les hommes sont partis, l'exode rural, la recherche du travail et tout, dans les grandes villes. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ont les compétences et qui peuvent participer à part égale dans ces conseils régionaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande que les décrets d'application qui ne sont pas encore sortis, qu'ils assurent la première, au moins la première et la deuxième position dans la liste électorale pour les femmes. Afin qu'elle puisse passer. Afin que la femme au moins soit sûre qu'elle va passer. Donc ça c'est aussi, nous avons aussi les problèmes dans les listes. Par exemple, dans la loi organique qui remplace la loi 034-2012. Alors là aussi, il faut maintenir pour un temps. On va toujours avoir besoin des quotas et c'est dommage. Parce que les quotas, c'est quelque chose qui doit être très provisoire et ponctuel, qui doit se passer une fois et après, on n'a plus besoin de ça. La loi doit couvrir tout et donner le droit à tous les citoyens, qu'ils soient femmes ou qu'ils soient hommes. Et donc, maintenir la liste électorale, la liste nationale de 20 femmes, et dans les circonscriptions électorales où il y a 15 sièges, il faut, quand il y a deux circonscriptions, le parti politique donne la tête de liste pour une femme dans l'un des deux circonscriptions. Donc, et dans là où il y a plus de circonscriptions, un tiers des places pour la femme. Donc, dans les circonscriptions où on a 2 sièges, présenter une candidate pour l'un des 2 sièges. Je remarque, Madame Sectou, que vous êtes en train de faire un plaidoyer. Mais c'est ça. C'est bien, c'est votre rôle. Vous êtes vraiment dans votre rôle. Mais c'est ça. Ça va finir tout de suite. C'est juste pour que les gens entendent que, par exemple, dans les circonscriptions électorales où il y a la proportionnelle, les partis qui se présentent dans 2 circonscriptions s'engagent à accorder aux femmes la tête de liste de l'une des circonscriptions. Au-delà de ces circonscriptions, ils doivent réserver un tiers de têtes de liste pour les femmes. Donc, on ne peut pas toujours continuer ça. C'est vraiment très petit pour un pays qui se dit en état de droit. Qu'est-ce qu'elles ont de moins que les... Regardez par exemple la mairie de Tavrazen, elle est gérée par une femme. Absolument. Où est-ce que vous avez vu une mairie en Mauritanie qui est mieux gérée? Et puis je vous assure que cette femme, je suis vice-présidente du comité de concertation communale de Tavrazen, et je vous dis que sa porte est tout le temps ouverte. La porte ne ferme pas quand elle est dans son bureau. Elle ne s'énerve pas, elle reçoit tout le monde, elle règle tout. Dans la ville, elle règle tout. Et elle fait beaucoup de choses aussi pour les femmes. Et sa mairie est ouverte pour les femmes. J'aimerais bien voir des femmes qui travaillent comme ça. Parce que les femmes qui travaillent comme ça... La balle est dans le camp des femmes. Voilà, elle est dans le camp des femmes, exactement. Surtout, Madame Sectou, vous aurez la parole plus tard. Ouais. En attendant, ce sera ma collègue Amina qui va me donner son point de vue sur l'apport des textes. Qu'est-ce que les textes ont apporté de nouveau par rapport au rôle de la femme et la représentativité de la femme au sein des instances telles que le Parlement, etc. En tout cas, pour la femme médiatique, elle n'a pas ce problème. C'est au contraire. Elle est bien encadrée. Elle a trouvé sa place qui cherchait depuis très longtemps. Par exemple, Raki et moi, comme Ndougué, quelques femmes, Naham Seydi, quelques femmes qui étaient à l'époque les pionnières de cette société, de ce pays, dans le domaine bien sûr de médias. Et elles ont combattu, elles ont fait beaucoup de choses et nous ont formés jusqu'à qu'on est arrivé à un stade qui est vraiment un stade très... qu'on est contente d'avoir et d'arriver à ce stade. Et surtout, notre directrice générale, qui est une femme, déjà, cette direction, cette grande institution, qui est la télévision de la Mauritanie, la première télévision mauritanienne dans ce pays, maintenant est gouvernée par une femme.
Donc, depuis qu'elle est là, on a vu l'avancement de la femme mauritanienne, de la femme médiatique. La femme était loin de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle est dans presque tous les secteurs, les départements de cette institution. Il y a par exemple récemment des rédactrices en chef à la télévision. Bon, à la radio, il y avait, c'était à l'époque. Mais maintenant, ici, au niveau de la télévision, récemment, il y a eu des femmes qui sont devenues des chefs de service, des rédactrices en chef. Il n'y avait que rédacteurs en chef que les hommes. Et bien sûr, j'aime bien dire que les hommes étaient toujours derrière la femme médiatique. Ils l'ont encadrée, ils l'ont formée, surtout mon collègue Yedali, si vous me le permettez de le dire. On est encadré, on est formé par les hommes. Ils sont toujours là, ils sont à côté de nous. Ils nous ont jamais laissé faire des erreurs, beaucoup de choses. Donc, j'ai d'autres choses à dire, mais plus tard, Inch'Allah. Donc, il y a un problème que je ne vous ai pas entendu souligner, c'est celui de la déperdition scolaire des filles. C'est-à-dire les filles qui partent à l'école et qui finalement abandonnent très tôt. C'est très fréquent chez les filles dans notre pays. C'est un vrai problème parce que ces filles vont être un fardeau pour la société plus tard. Et ça empêche aussi leur évolution et l'émancipation. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Oui, c'est un grand problème. Effectivement, le problème de l'éducation scolaire. Mais c'est un problème aussi de société et de tradition. Généralement, les écoles sont très loin du village. Et les familles ne se déplacent pas. Ils envoient leurs enfants, les garçons étudier et ils laissent les femmes. Il y a le problème de mariage précoce aussi. Il y a de charges domestiques. La femme, on n'allège pas son travail à la maison. Généralement, parfois, à l'intérieur, moi j'ai remarqué qu'on voit que la fille et le garçon de la même famille étudient ensemble. Ils vont à l'école et quand ils rentrent, on lui dit qu'il faut faire du zreg à ton frère. Ils étaient à l'école ensemble, ils viennent ensemble, ils sont très loin. Il faut faire du zreg à ton frère, il faut laver les vaisselles, il faut faire les travaux domestiques. Et ça, elle ne peut pas continuer avec ces charges de travail. Et elle est préparée, la femme, pour être, surtout à l'intérieur, pour être femme de foyer. Et quand elle a les enfants, elle les occupe. C'est les causes de déperdition. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'on doit sensibiliser les femmes, de mettre les enfants, les garçons et la fille dans les mêmes conditions pour que les filles peuvent continuer ses études. Généralement, on l'envoie étudier et on laisse. Quand ils ont un peu de moyens, ils mettent le garçon à l'école et ils laissent la fille. Alors, ils prennent des heures supplémentaires pour les garçons et ils laissent les filles. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Il faut aussi alléger en réalité les tâches domestiques. Ils doivent partager. Vous, les hommes, vous devez partager le travail domestique avec... C'est le rôle de la femme de les partager. C'est à la femme de partager le rôle de la petite fille. Je vais vous défendre. Les écoles sont éloignées. Il y a le problème de violence. Les familles ont peur sur leurs filles. Quand l'école est très loin, ils ne peuvent pas l'envoyer. C'est vrai. Donc il doit y avoir une protection, il doit y avoir une proximité, plus d'écoles à côté, pour que la fille ne puisse pas abandonner. Il y a des problèmes qui sont posés comme ça. Et c'est un vrai problème. Ce qui handicape le plus la fille dans ses études. Et c'est pour cela qu'on demande, je suis contre ma soeur, on demande de faire une faveur pour les femmes à cause du travail domestique, à cause des charges qu'elles ont. Et les hommes n'ont pas ces charges-là. Moi, j'ai des collègues qui veulent s'inscrire, qui veulent être recrutés dans les facultés, mais ils ne parviennent pas dans les universités. Ils sont des docteurs comme des sœurs. Mais on demande que la femme, on demande des publications. La femme ne peut pas faire des publications. Comment elle peut le faire? Elle travaille, elle vient, elle a la famille, elle a les enfants, elle a beaucoup de choses, beaucoup de charges. Elle a les convives, elle a les malades, elle a toute la charge de la société. Donc, si on ne lui fait pas une faveur, généralement, on va recruter que les hommes.
Donc on a toujours besoin, pour le débit, qu'on nous donne, qu'on nous fait une faveur. Madame Lepro, qu'est-ce que vous allez ajouter à au point de vue de votre collègue Aïcha Moutivouko à propos de la déperdition scolaire? Qu'est-ce que les syndicalistes que vous êtes faites? Moi, je vois que la femme mauritanienne, elle était très loin. Avant, les filles ne partent pas à l'école, ni au Mahdara. Donc maintenant, je pense qu'elle est un peu arrivée, la femme mauritanienne. Mais je vois que les conditions et les obstacles qui sont toujours devant la famille, la fille, c'est ces obstacles qui poussent la fille toujours et la famille à soit enlever la fille ou les filles de cette école ou bien de la scolarité, ou bien soit par le mariage, soit par des autres choses, ou bien la fille elle-même, elle quitte l'école à cause de la pauvreté surtout. La pauvreté, parfois, elle pousse la famille à prendre leur fille pour faire le travail domestique, comme ma collègue vient de souligner. Et ce problème-là, ça pousse la fille et elle ne peut pas continuer ses études. Donc la pauvreté, c'est un grand obstacle devant la fille mauritanienne surtout. Donc elle est obligée de faire le travail domestique, elle est obligée de quitter l'école, elle est toujours derrière son frère, elle doit l'encadrer, même si elle est la grande, elle doit encadrer toujours son frère, qui est la femme, tu dois le regarder, tu dois le suivre, tu dois le suivre, c'est ça, c'est là. Donc elle est toujours, la charge, elle est toujours sur la femme mauritanienne, même si c'est une petite fille, on la prend, on met la charge sur elle. Tu vois, une petite fille de rien du tout, une petite fille dans la maison, elle a 5 ans, 6 ans, alors que son frère, il est là à côté d'elle. On le dit, va aller, tu amènes pour ton frère, alors que lui, il est plus grand qu'elle. Donc c'est une petite, on le fait apprendre dès le début qu'elle doit toujours servir son frère, le garçon, l'homme et tout ça. Donc ça pousse toujours la fille, elle a toujours l'idée qu'elle est inférieure à son frère, elle est toujours tenue pour la famille, pour la garderie, pour le ménage, elle n'est pas tenue pour l'école, pour avoir une bonne place dans sa société. Donc ça pousse toujours la fille de penser ailleurs, de ne pas penser à apprendre, à faire ses études, à continuer ses études, à trouver sa place dans sa société. Donc ça le pousse toujours de quitter la scolarité pour avoir des choses moins difficiles, moins faciles que l'école. Madame, surtout, vos sœurs ont touché un problème sérieux qui est celui de l'inégalité même à la base, à l'éducation. Oui, ça pose deux problèmes et c'est toujours juridique. Parce que quand on parle de pauvreté, effectivement, la pauvreté, elle est la source de beaucoup de mal, surtout au niveau des filles et des familles qui n'ont pas de moyens, des familles pauvres, vulnérables. Mais on peut dire aussi qu'il y a des familles aisées qui n'envoient pas leurs filles à l'école. Il y a des familles qui ont des moyens qui n'envoient pas leurs filles à l'école. Parce qu'il y a une loi qui était la loi 2001, qui était la loi sur l'obligation de l'éducation pour tous. Et cette loi, en fait, n'a jamais été appliquée. Parce que si on applique la loi, toutes les filles vont aller à l'école. Et là, le deuxième problème qui va se poser, c'est au niveau du collège. Au niveau du collège, comme a dit la sœur, le collège est loin et les déplacements sont difficiles. Sont difficiles pour les familles. Mais là aussi, c'est toujours un problème de violence. Parce que les violences en Mauritanie, ça touche 68,1% des femmes. Donc, tous les types de violences. Si on n'a pas une loi, c'est ça que les femmes ne comprennent pas. Quand tu parles de loi, on croit que c'est quelque chose de pas très important que ça. Si on a une loi, après ce qui nous reste, c'est quoi? C'est appliquer la loi. Appliquer la loi, c'est quoi? C'est faire de la sensibilisation pour que les gens
comprennent la loi et font avec, même les gens dans les milieux ruraux, qu'ils comprennent ce que c'est que la loi, qu'on fasse des campagnes de sensibilisation et la justice fait son travail. Donc là, personne ne peut plus retenir une fille. La fille doit aller à l'école comme le garçon. Mais les violences, c'est quoi? La loi sur les violences, il y a aussi le mariage précoce. Si on arrête de marier la fille qui n'a pas l'âge de 18 ans. Avant 18 ans, c'est une enfant. Mais si on dit on va marier la fille, c'est pourquoi on fait tout ça. La fille, elle attend un mari, donc c'est le garçon qui est l'avenir de la famille. Donc on investit dans le garçon et on laisse la fille investir avec nous et dans son frère. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas une loi qui protège les femmes. Il faut des lois qui protègent les femmes. Et la première loi, c'est la loi sur les violences. Et la loi qui a été révisée par la société civile, il a été très peu. On a enlevé des articles pour ne pas faire des doublons parce qu'ils sont dans le code pénal. On a introduit des définitions qui n'existaient pas dans la loi. Et on a laissé la loi telle qu'elle. On a juste fait une réécriture qui est meilleure. Et moi, je fais appel au président de la République parce que je lui ai remis le texte de loi avec sa copie traduction en arabe, les deux textes qui sont juste une révision de la loi qui est faite par la Mauritanie et qui a été révisée par la société civile mauritanienne. Nous sommes un acteur de ce pays et nous avons le droit de dire notre mot sur ce qui se passe dans ce pays. Et si nous révisons une loi, ce n'est pas une raison qu'on ne la regarde pas et que on vient au Parlement, on cherche un interlocuteur, on ne trouve personne, alors que nous savons que la révision que nous avons faite est une révision qui peut aider les femmes mauritaniennes et qui fait l'honneur à la Mauritanie et qui fait que la Mauritanie réponde à ses engagements vis-à-vis du droit international, les engagements vis-à-vis de la CEDEAO et des objectifs de développement durable, de la déclaration de Beijing, de la CEDEAO, des pactes sur les droits civils et politiques, pactes sur les droits économiques, sociaux et culturels, et donc la Mauritanie et la constitution mauritanienne. Donc c'est tout ce que je demande, c'est que ça fait plus d'une année qu'on travaille sur cette loi et que cette loi ne soit pas Madame, jetée. surtout à ce rythme-là, vous n'avez pas grand-chose à dire sur le dernier reportage qui se rapporte à la violence. Donc je vous interromps un peu pour donner la parole à votre voisine, Emine, qui va nous parler de la déperdition scolaire. Qu'est-ce que vous, en tant que femme journaliste, qu'est-ce que vous faites pour... Vous ne m'avez pas laissé finir sur la déperdition scolaire. Pardon? Je dis que je n'ai pas fini sur la déperdition scolaire. Vous aurez l'occasion, parce qu'il y a... Vous aurez l'occasion, tout de suite. Parce qu'on a donné la parole à une femme, on ne peut pas lui arracher pour le donner à une autre femme. Non, pas du tout. Donc, c'est pas de la maison. C'est la déperdition scolaire. C'est pas grave, c'était juste pour finir, c'est tout mon idée, voilà. C'est pas grave, je suis de la maison. Vas-y. Vas-y, on va avoir ton point de vue. En tout cas, mon point de vue... Les filles qui ne partent pas, qui ne terminent pas leur cursus scolaire. Oui, c'est ça, exactement. Je voudrais aussi évoquer un peu un sujet que je crois que c'est vous qui l'a provoqué, l'absence de l'homme. Et que l'homme et la fille, comme vous avez dit, elle est toujours au foyer. On les dit que tant qu'une fille à la maison, et elle doit être à la maison, elle doit s'occuper du foyer, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas... Ça, c'était dans le temps. Ce n'est pas aujourd'hui. En tant que, mashallah, une grande femme expérimentée dans ce domaine de la société d'une façon générale. C'est du passé, en tout cas. Bon, s'il y a un petit pourcentage, peut-être qu'il y en a. On ne peut pas tout bien sûr, tout faire, mais en tout cas, d'après, bien sûr, nos recherches, nos programmes, les gens qu'on invite dans nos plateaux que vous voyez, nous parlent toujours, et plus les reportages des femmes qui partent toujours avec les ministres, qui accompagnent toujours surtout dans l'intérieur, comme vous avez dit, mais en tout cas dans la capitale, presque n'existe plus. Et d'ailleurs, derrière
derrière cette femme qui est très avancée, bien sûr je parle de la femme de la société d'une façon générale, il y a toujours les hommes derrière elle. Parce que oui, nous par exemple, vous et d'autres qui sont déjà au haut niveau dans la société mauritanienne, ça veut dire bien sûr des ministres, des directrices et tout, c'est grâce aux hommes, grâce aux papas, leurs papas qui à l'époque, c'était un peu plus difficile que maintenant, que la femme sort de la maison, comme vous avez dit, même au Mahadra. Donc, il y avait les papas, il y avait les maris maintenant qui acceptent, surtout les papas qui acceptent les femmes étudier à l'extérieur. Vous, par exemple, vous avez fait peut-être vos études à l'extérieur du pays, pas à l'extérieur de la capitale. J'ai vu, bon, comme mon expérience, j'ai bien vu que l'homme était toujours derrière la femme et l'encadrer. Et son frère, même si son père n'existe pas, si son mari n'existe pas, il a un frère qui a accordé que sa sœur et qui a insisté aussi. Moi, par exemple, mon père a insisté que je sois la première femme, première fille, bien sûr, jeune fille, de prendre son permis de conduire avant 18 ans. Malheureusement, il est décédé, il n'a pas pu réaliser ce rêve, comme il l'a réalisé pour ma maman, qui est la première femme qui a pris son permis de conduire en Mauritanie le 30 mars 1962. Avant de nous quitter, Amine, je vous interromps. Oui. Avant de nous quitter, il y a encore un autre élément qu'on va voir qui est réalisé par un compte rendu de Cheikh Saad Bou sur les violences faites aux femmes. La place qu'occupe la femme mauritanienne dans la société a toujours attiré l'attention de nombreux observateurs de notre scène. Des siècles durant, la femme mauritanienne a été considérée comme une reine. Mais depuis quelques années, des exceptions à cette règle se sont faites entendre et voir à telle enseigne qu'elles sont devenues fréquentes, voire même trop fréquentes. La femme victime de violences ici chez nous. Des cas de violence contre la femme ont souvent été signalés ces derniers temps. Cela semble nous étonner, mais c'est la vérité, déclare cet homme. Des titres évoquant les violences faites aux femmes sont devenus légion. Les victimes sont parfois jeunes, voire trop jeunes. Le viol dans le foyer est devenu fréquent selon cette femme. Le silence coupable et les regards de travers sont complices de ces crimes. Au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, cette question est prise au sérieux et des plans d'action sont menés dans ce sens. Les violences contre les femmes ne sont pas seulement physiques ou verbales, mais peuvent prendre d'autres formes qui touchent les enfants et cela est devenu beaucoup plus dangereux. N'est-il pas temps d'éradiquer définitivement tous ces fléaux qui stoppent l'évolution de la femme? Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Merci Cheikh Saad Bou pour ce reportage sur les violences faites aux femmes. Un dernier tour de table qui va permettre à Mme Aïcha Mtivoukou de donner son point de vue sur la violence faite aux femmes. Avec l'avènement des médias, des WhatsApp, des télévisions, on entend beaucoup plus d'informations. Je ne sais pas, est-ce que dans le temps, il y avait ces violences-là ou se sont accentuées avec l'information qu'on nous donne. Je vois, c'est un matin, c'est trop, c'est exagéré, c'est, je ne sais pas, toutes les qualificatifs qu'on peut donner. Je vois des jeunes filles qui sont violées et ça gâche toute leur vie. Donc on demande qu'il y a des lois et des lois aussi qui sont très, comment on dit, des lois qui sont très fortes pour qu'on diminue ce genre, la prison
pendant toute la vie pour un viol, ou bien au minimum 20 ans, pour que les autres ne puissent pas faire quelque chose comme ça. Puisque quand on viole une jeune fille, elle est complexée, elle est malade mentale. On peut gâcher toute sa vie. Et ça fait mal au cœur. Et surtout est beaucoup plus important pour parler des problèmes de violence. Je sais que dans les mairies, on nous contacte pour ces cas, on les envoie vers le ministère des Affaires sociales ou les ministères ou les sociétés, la société civile qui s'occupe de ça. Et on a beaucoup de cas. Et ça fait mal au cœur. Madame Leroy, votre point de vue? Pour nous, les syndicalistes, on a fait des sensibilisations, des ateliers sur les violences faites aux femmes, surtout au niveau des secteurs formels, au niveau du travail. On a fait des sensibilisations, des ateliers, parce qu'on a vu que nous, les femmes syndicalistes, on a vu qu'il y a beaucoup de harcèlement sexuel au niveau du travail, les zones de travail. Surtout qu'il y a dans les administratifs, on a des toilettes qui sont toujours, il y a dans les bureaux, on trouve toujours qu'il y a les fonctionnaires utilisent, les travailleurs utilisent les mêmes toilettes, généralement. Et ça pousse à voir les violences, surtout que les toilettes ne sont pas séparées. On a fait des sensibilisations surtout sur ça, même dans les établissements. C'est pour cela, parfois, on trouve des filles qui sont violées dans les toilettes et tout ça. On a trouvé que c'est la cause d'avoir utilisé les mêmes toilettes dans les établissements, même, comme je viens de dire, dans les milieux du travail. Donc, on a constaté que les violences, nous les syndicalistes, on a constaté que les violences sont toujours fréquentées dans les milieux du travail, surtout les milieux informels, le secteur informel, au niveau rural, au niveau des vendeuses de riz. Ils ont toujours le risque d'être violés à cause de leur travail. Donc, je vois que vraiment, de ce côté-là, il faut toujours appliquer les lois. Et il faut toujours faire des missions médiatiques pour avoir sensibilisé les gens, soit les missions médiatiques télévisées ou bien radio. Il faut sensibiliser les gens d'avoir les risques, surtout les risques qui sont toujours posés devant la femme. Donc nous, les syndicalistes, on a essayé de toujours avoir appliqué et impliqué les femmes, surtout dans ce domaine-là. Donc je vois qu'il est nécessaire de faire appliquer surtout les lois et avoir dans les nouveaux administratifs séparés, surtout, on a fait une demande de séparer les toilettes, les trucs que les fonctionnaires utilisent toujours, parce qu'on a vu que ça pousse toujours les femmes, ça trouve que ça peut mélanger les femmes et les hommes, surtout si on voit au niveau de l'hôpital national, les gens qui travaillent ici utilisent les mêmes... la proximité, etc. Ouais, même dans les directions, on le trouve. Donc ça pousse toujours au niveau de harcèlement sexuel. Donc on évite toujours et on demande d'appliquer toujours les lois sur ça. Madame Sectou, c'est de ça que je vous parlais tout de suite. Vous avez anticipé ces violences des femmes. Vous n'aurez pas beaucoup de temps parce que l'émission touche à sa fin. Je crois que vous avez déjà dit l'essentiel. C'est juste un résumé que vous allez nous faire tout de suite. Non, je n'ai pas tout dit. Donc, effectivement, les violences, ça touche 68,1% des femmes en Mauritanie. Et il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences, par exemple, comme elle a dit, dans le travail, le harcèlement sexuel aussi, qu'on fait pression sur une femme pour obtenir des faveurs d'elle, sinon elle risque de perdre son travail. Les violences aussi, ça se passe à l'école. Le professeur ou le maître aussi peut faire de la violence pour la fille, pour son élève. Les violences dans la rue, les violences avec les cousins, quand on parle de viol,
le viol est en progression en Mauritanie. C'est un crime qui n'est pas puni. Pourtant, c'est un crime. Il n'est pas puni. Et les auteurs sont toujours libres. On les arrête quelques jours et après on les libère. Ils sont en liberté provisoire, on dit, et on les laisse partir. Donc il faut que cette loi soit révisée, la loi qui a été révisée par la société civile soit adoptée. Et si elle est adoptée et appliquée, en tout cas, où la loi elle est appliquée, les violences vont être limitées. Donc nous, on a fait une enquête au Tagan parce que nous avons un projet maintenant sur la justice. L'approchement de la justice des populations, l'accès des populations à la justice. Et nous avons vu que dans cette wilaya, les violences sont extrêmement en progression. Et que les viols des petites filles, 14 ans, 13 ans, sont très très fréquents. Et que les tabous sont là, les familles se sentent humiliées, les familles se sentent complètement discriminés et stigmatisés par les autres, alors que leur fille, elle n'a rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucun mal. Leur fille a été violée et parfois il y a une grossesse, et parfois il y a une grossesse non désirée, parfois il y a des enfants, alors que les responsables restent libres ou bien on essaie d'arranger le problème avec le poids de la tribu et les interventions des uns et des autres pour que la famille se taise et pour que le crime ne soit pas puni. Donc c'est très très grave et c'est pourquoi il faut absolument que cette loi révisée par la société civile soit adoptée pour mettre fin à cette violence. Parce que sans loi, rien ne peut se faire, rien. Et l'impunité ne peut pas continuer comme ça. Merci, et c'est dommage. Rapidement, oui, Qu'est-ce que vous faites en tant que journaliste? Oui, rapidement. On a en tout cas sur ce secteur, c'est-à-dire la femme médiatique, a organisé ou bien constitué des unions de femmes, de médias qui parlent sur ces problèmes, les problèmes de la femme d'une façon générale, c'est-à-dire le réseau de la femme, réseau des femmes journalistes. Et notre réseau que je fais partie, je suis membre du bureau exécutif, l'UFAM, l'Union des femmes de médias, mauritaniennes de médias, et l'image de la femme. Ces institutions, ou bien ces établissements, ou bien ces initiatives, elles sont créées pour défendre tous les droits de la femme, qu'elle soit de la société, bien sûr, qu'elle soit de médias, qu'elle soit et on est là, et on travaille nuit et jour, on fait des programmes, on fait des activités à chaque fois, on appelle les femmes de la société pour nous aider et pour nous dire leurs problèmes, parce qu'on va les évoquer dans tous bien sûr, la nouvelle technologie, comme vous savez. Et ça, c'est notre rôle, c'est le rôle de la femme médiatique, de débattre, surtout comme ce débat, vous défendre la femme d'une façon générale et surtout aussi la femme des médias, qu'elle soit secrétaire, qu'elle soit une planton, qu'elle soit de toutes les manières. Mais avant de quitter, de terminer votre émission, on ne peut pas terminer cette émission sans féliciter les hommes. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes, toute une femme de talent, il y a un homme derrière elle. C'est les hommes qui nous ont laissé partir travailler, ils nous ont laissé crier, comme on vient de crier, de dire ce qu'on veut. Et je remercie les papas qui ont laissé les femmes, leurs filles,
aller à l'école, continuer leurs études, surtout à l'extérieur, devenir des femmes de grands talents, des ministres, des directrices, comme nous, par exemple, des femmes importantes. Je remercie aussi. C'est la fin de l'émission. Oui, je sais. Je remercie aussi nos collègues qui ont toujours été à nos côtés. Je remercie aussi nos frères aussi qui nous ont donné de l'importance, qui nous ont laissé travailler hors du foyer, parce que la femme était créée pour le foyer seulement. Heureusement, aujourd'hui, on est contente. En tout cas, à la fin de cette émission, on est contente parce qu'on fête notre journée, la Journée internationale de la femme, avec un grand succès, un résultat, un avancement, une évolution de la femme, surtout que la femme responsable, c'est 20%. C'est la fin donc de cette émission. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Mme Aïcha Mtivoukou, qui est, je le rappelle, maire adjoint dans la Mouqata d'Iksar. Aïcha, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'étais également en compagnie de Mme Nbkouham Abdallahi, qui est présidente de la section des femmes de l'Union des travailleurs de Mauritanie. Madame Noko, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'étais également en compagnie de Madame Siktou Mohamed Val, qui est membre du collectif des défenseurs des droits des femmes et du groupe GI3PF. C'est ça. J'espère avoir bien prononcé. Je remercie également ma collègue Mme Abdelaziz d'avoir répondu à notre invitation, qui représente les femmes journalistes. Chers téléspectateurs, je vous remercie également et je vous souhaite une très bonne continuation sur El Mauritania. Merci de votre attention. À la prochaine.